De Givray disait de moi, ah non mais elle c'est une grande gueule, etc. Et TF1 ne voulait pas de moi, puis un jour ils ont voulu de moi, et puis ça a marché, donc ils m'ont gardé. Hein. Puis voilà, mais je suis une grande gueule, je suis comme ça, et puis c'est tout. Puis ça vous plaît pas, bah passez à autre chose. C'est Véronique Jeunesse, et c'est maintenant sur Pile Média. Je vous attends. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Moi je sais pas mes lunettes, et j'espère que je vais arriver à voir, on va rigoler. Allez, vas-y. Les trucs de bigleuse. T'es prêt? On y va? Allez, je fais une soft. Si tu pouvais rencontrer et discuter avec n'importe quelle personne vivante ou décédée, qui choisirais-tu et pourquoi? Ah bah ça je sais tout de suite, moi. Mais je l'ai rencontré une fois, mais moi j'adorerais discuter avec Brassens, avec Georges Brassens. J'étais une grande fan de Georges Brassens, de ses chansons. Je les ai apprises quand j'étais petite. Je les connaissais tous, même les plus osés, on va dire. J'ai toujours été fan. Et puis, il prenait des poèmes, il les mettait en musique. Ça m'a fait apprendre beaucoup de poésie. Et je trouvais que c'était un mec très, très fascinant, très rustique, en même temps un peu anarchique. J'étais très intéressée par cet homme. Ça, c'était une soft. Allez hop! Une petite spicy? J'espère que c'est pas dégoûtant, hein. Si tu pouvais supprimer une chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Oh, les cons. Non, les mecs qui insultent, les gens qui insultent. Je supprimerais les... J'en ai dit un pour commencer, en plus, les cons. Je vais dire, je supprimerais les insultes. Je trouve qu'il y a plein d'autres moyens de communiquer. Et les insultes mêlent à la violence. Donc, je trouve que... Voilà, je supprimerais les violences, la violence. Je crois que ce serait vraiment la chose que j'adorerais supprimer. Si une boule de cristal pouvait te révéler quelque chose que tu voudrais savoir, je voudrais savoir s'il va vraiment y avoir la guerre entre le Liban et Israël parce que je pourrais faire revenir ma fille très très vite. Parce que ces gens-là me font très très peur. Donc ça, j'aimerais bien avoir une petite boule de cristal et savoir tout de suite pour protéger ma famille. Si c'est un truc que tu n'aimes pas, mais que la plupart des gens aiment. Aucune idée. Je vais faire le joker alors. Hein? As-tu une anecdote de tournage amusante à partager? Alors, j'en ai des milliers d'anecdotes amusantes. Il y en a eu, on a ri comme des fous très souvent sur Julie. Ah oui, non, mais j'en ai une parce que je suis dans la reine des bafouilles. La reine des bafouilles, je fais des contractions, je vais trop vite. Et en fait, il y avait un jour, j'avais une phrase à dire et c'était un immense plan séquence. Il y avait toute la scène. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrêt. J'avais un texte monumental où je devais donner des ordres à tout le monde. Et à la fin, on m'avait dit, je disais, et sortez-moi tout le listing des Renault immatriculés dans le 91, genre. Et tout à coup, au dernier moment, il me fait « Ah, alors la voiture, c'est pas une Renault, hein, c'est une Xantia et c'est immatriculé dans le 61. » Et moi, j'ai un cheveu sur la langue. Donc, en fait, sortez-moi le listing de toutes les Xantia immatriculées dans le 61. C'était juste une cascade, tu vois. Et donc, j'ai recommencé un nombre incalculable de fois. Et c'est ce que je disais, le listing des Santiago, le listing... Enfin, c'était une catastrophe. Et ça arrivait enfin, plus de plan séquence qui durait un temps fou. Il y avait un texte monumental et j'en pouvais plus. Arrive la 20e prise, j'étais épuisée, je finissais en fou rire. Enfin bon, on était tous... Et tout à coup, j'y arrive. Et en fait, après cette phrase-là, j'avais jamais été au bout de la scène. Et donc, j'y arrive et je sors. Et je la sors et je fais... Et sortez-moi le listing de toutes les Xantia immatriculées dans le 61. Et je m'arrête et je fais « Yes !» Et j'ai tout le monde qui regarde et fait « C'est pas fini ?» J'ai du tout moi commencé. Je suis devenue folle ce jour-là. Mais voilà, bon, il y en avait des milliers. Quelle est la mode que tu n'as jamais pu comprendre? C'est les gens qui se font des piercings partout. Parce que je vois pas pourquoi on se trouve comme ça, quoi. Bon, oui, après tout, mais ça ne me gêne pas. Hein. J'ai du mal à comprendre, peut-être parce qu'aussi j'ai peur des aiguilles. Donc, moi j'ai des trous quand même hein, aux oreilles, hein, j'ai réussi. Hein. Mais ça a été très long. Hein. Mais vraiment, oui, c'est vrai que les piercings dans le nez, dans le truc, dans le machin, dans la langue, dans le truc, je souffre rien que de les voir. Quel est le rôle que tu as détesté jouer? Hein, il y a des rôles que j'ai détesté jouer, c'est vrai. Et je crois que le rôle que j'ai le plus détesté jouer, c'est dans un film italien. Mais en fait, parce que l'anecdote, c'est que je suis allée, c'était juste avant Julie,
Et un metteur en scène italien m'appelle, j'avais déjà tourné pas mal de trucs en Italie, et donc un film où ça s'appelait Tre giornata con il giudice, et 3 jours avec le juge. Et je devais jouer la femme du juge. Et en fait, le juge me trompait avec une très jeune actrice sur une bimbo, qui était en même temps une assistante sociale et tout ça. Bon, pourquoi pas. Et en fait, je suis arrivée sur le tournage pour faire des essais costumes. Et bon, l'assistant que je connaissais, on va voir le metteur en scène et j'arrive sur le film. Et en fait, la bimbo en question, ça faisait 15 jours qu'il tournait et ça allait pas du tout. C'était en fait la gonzesse du producteur et elle était mais à chier de à chier, quoi. Et donc en fait, ils étaient en train de la changer. Et ils avaient décidé de prendre Ornella Muti. Or, Ornella Muti, elle doit avoir 10 à 15, au moins 15 ans de plus que moi. Et donc tout à coup, je devenais la jeune. Et le producteur me dit, le metteur en scène me dit, mais non, mais désolé Véronique, mais pas possible de tourner, tu es trop jeune, etc. Et moi, j'avais vraiment besoin de le faire, ce film. Et puis le rôle était sympa, j'avais besoin de le faire. Et j'étais là, et j'ai déployé des trésors en disant, mais tu sais, ça va vachement valoriser la femme de 50 ans. Moi, j'en avais 30. Ça va vachement la valoriser, la femme de 50 ans. Elle va devenir une sorte de, ouais, ça va être génial et tout, tu te rends compte? Le mec, il la quitte pour une femme plus âgée qu'elle, etc. Et j'ai donc fait, mais alors il a fallu que je me coiffe hyper straight et que je me détestais. Et je me détestais dans le personnage que tout à coup j'ai dû jouer. Enfin bon, je l'ai fait. Crois-tu aux extraterrestres? Extraterrestres dans le sens d'extraterrestres, les petits bonhommes verts, hein. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a certainement plusieurs modes de vie dans l'univers. Il doit y avoir certainement des planètes dans ce qu'on ne connaît pas qui peuvent peut-être correspondre avec une atmosphère ou même avec de la vie qui n'est pas la vie comme nous, quoi. Donc je peux croire qu'il y a des planètes qui sont habitées par des cellules ou par n'importe quoi qui soit quelque chose, une entité, mais extraterrestre, genre non. En revanche, j'avais une théorie que j'adorerais, moi c'est la théorie que m'avait raconté un pote comédien et qui était d'abord un mathématicien, et il m'avait parlé de la théorie des Sumériens, et je trouvais ça extraordinaire, parce que je trouve cette histoire très belle, quoi. Des mecs qui seraient arrivés, qui en fait sont en révolution, mettent des millénaires à faire le tour et qui auraient déposé un jour sur Terre un singe par exemple, hein, et en fait s'ils se disent on va venir voir ce qu'est devenu la Terre, etc. Ça expliquerait beaucoup de choses, mais bon, c'était une théorie que j'ai adoré entendre parce que c'est une belle histoire, mais voilà, j'y crois pas forcément plus que ça, quoi. Le pire travail que t'aies fait, hôtesse d'accueil. Oh putain, c'est une horreur. Non, c'est pas ça, c'est comme je voulais pas. Mes parents ne voulaient pas que je fasse comédienne en fait. Donc après à la fin du lycée, ils voulaient que je fasse un métier. Et moi, je voulais faire comédienne. Donc je traînais tous les jours au TNS, j'étais à Strasbourg. Et en fait, je faisais n'importe quoi pour leur faire plaisir. C'est-à-dire que je disais, ah oui, alors hôtesse. Alors ils m'avaient mis dans une école qui s'appelait l'école d'hôtesse Thienon. J'ai jamais acheté l'uniforme, j'étais la seule qui n'avait pas l'uniforme d'ailleurs, parce que j'étais le cancre du truc. Et on apprenait à marcher, on apprenait à faire des annonces et tout. Et je trouvais ça d'une crétinerie, pardon. Mais je trouvais ça tellement stupide. Mais bon, je faisais ça pour m'échapper, donc c'était parfait. Ensuite, crois-tu à la seconde chance? Oh bah oui, même à la 3e, à la 4e, à la 12e. Ah bah bien sûr, tout le monde a droit à des secondes chances. D'ailleurs, je trouve que notre monde n'est pas assez généreux. Je veux dire, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit, du moment qu'on les reconnaît, du moment qu'on se dise qu'on s'est trompé, alors après on peut ne pas. Mais on n'a pas forcément à regretter, mais en tous les cas, on apprend de ses erreurs, et bien sûr, tout le monde a le droit à une seconde, une 3e. Alors bon, une seconde chance, alors tout dépend aussi du truc de départ, mais je pense que même... oui, même certains criminels ont droit à une seconde chance si vraiment ils font voilà, mais bon, alors effectivement, ça dépend de la hauteur, du degré de ce qu'on a fait au départ, mais je pense qu'on peut avoir une seconde chance. Maintenant, à soi de la transformer, alors c'est vrai que et souvent, on se dit, oui, mais on remet un criminel dans la nature et il va retuer, oui. Alors, c'est vrai que, oui, ça, pour la personne qui est la victime, ça, je comprends très bien que ça doit être très compliqué à comprendre, quoi. Mais disons qu'à un certain degré, oui, en tous les cas, en général, on aura une seconde chance. Oui.
Quel est ton pire date? Oh si, j'ai eu un truc épouvantable, je me suis échappée en courant. Ah ouais, ça, putain mec, ouais. Ma pire date, c'était un comédien. J'étais jeune, hein, et un soir, après un tournage, je suis rentrée, je me trouvais très beau, je trouvais superbe, j'adorais, etc. Et puis, on est allé chez moi, et puis, à un moment comme ça, on a décidé de me passer à l'acte, et il s'est déshabillé, il a commencé à plier son pantalon. Et moi, le pli du pantalon sur la chaise, ça a tout coupé. Et d'un coup, j'ai fait « Oh putain, j'ai oublié! Oh merde !» Et je me dis « Et je me suis barrée en courant. Et moi, le côté, le mec qui plie son pantalon et qui plie ses affaires sur la chaise, je crois que c'est la meilleure chose qui arrive. Je n'y suis pas arrivée. Pardon. C'est parti pour les questions entêtées. Vous avez révélé en 2023 que votre mari a eu un grave accident de la route. Comment avez-vous traversé cette période et comment va-t-il aujourd'hui? Ah oui, ça a été compliqué. Hein. C'était en juillet, un jour avant le festival que je faisais en Corse. Il a été renversé par une voiture. Il a baldingué, 7 côtes, l'épaule, très amoché. Puis aujourd'hui, il ne va pas très bien parce qu'il a quand même pas mal de séquelles. Depuis cet accident, ça a été très long, il a beaucoup souffert. Et donc, oui, non, c'est compliqué. Mais enfin bon, il fait avec et puis il est en train de chercher ce qu'il a parce qu'il a un peu des pertes d'équilibre, etc. Le choc a été quand même très fort. En 2022, vous avez perdu votre mère dans des... C'est gay votre truc, hein. En 2022, vous avez perdu votre mère dans des circonstances troublantes alors qu'elle était en EHPAD au point que vous envisagez de porter plainte. Où en est votre combat aujourd'hui? Alors, ma mère est morte, effectivement, pour moi, de mauvais soins. Parce qu'en fait, ma maman, elle est restée très longtemps dans son appartement et c'est elle qui a voulu rentrer d'abord. Elle ne pouvait pas rester toute seule à Strasbourg et mon petit frère qui voyage beaucoup et qui n'est pas souvent là, ça devenait compliqué, toute la période du Covid, etc., où les gens ne venaient pas, elle ne pouvait plus s'habiller toute seule, par endroits elle avait les épaules gelées, enfin bon, c'était compliqué pour elle. Et donc j'ai décidé j'allais la rapatrier vers Paris, ce qui était compliqué parce qu'elle se séparait de toutes ses amies, elle avait beaucoup d'amis là-bas. Et la laisser à Strasbourg, c'était la laisser très seule aussi dans un endroit, c'était compliqué. Donc avec mes frères, on lui a choisi un très joli endroit qui était une sorte de résidence senior où elle était très indépendante, on allait la voir tous les jours, etc. Puis il y a eu le Covid encore. D'ailleurs, il y a eu des périodes compliquées, mais je la faisais beaucoup sortir, je la prenais avec moi en Corse l'été, enfin bon. Et puis elle ne s'y est pas sentie très bien dans son endroit qui devait être par contre merveilleux, très cher et merveilleux. Elle ne s'est pas sentie très bien, les promesses n'étaient pas tenues, elle avait peur la nuit, le suivi des gens qui venaient la voir pour la laver, etc. C'était jamais les mêmes personnes, nous on était tout le temps près d'elle, mais enfin bon. Et elle me dit, elle vient avec moi encore, elle me fait, moi je voudrais en fait rentrer en EHPAD, je voudrais une belle EHPAD parce qu'il y a des soins, on va être soigné, on va s'occuper de moi, etc. Donc je choisis avec elle et on a visité, mais on a trouvé une très belle, effectivement très très belle, et une très grande chambre, très belle, toute neuve, seulement 30 personnes dedans, avec des promesses, un prix exorbitant. Et on goûte la nourriture, tout avait l'air parfait, et puis on rentre, et au bout d'un mois, le cuisinier change, la nourriture devient immonde, on leur fait les soins pendant le truc, elle est malheureuse, toutes les promesses, aucune de tenue, pas de suivi d'infirmière, pas de suivi médical, ils se trompent dans les médicaments, donc elle veut garder les siens, enfin compliqué. Et moi j'envisage donc, au bout de quelques mois, je dis, je crois que je vais la sortir de là, prendre un appartement, y mettre mon frère, je vais le prendre à côté de chez moi, et je vais m'en occuper en mettant des gens, voilà. Et en fait, elle s'est retrouvée avec un problème, elle avait de la vascularisation, donc elle devait partir pour une jambe, pour se faire mettre un stent dans la jambe. Et puis en fait, elle avait des plaies, et en fait, les soins étaient tellement nuls. Et par exemple, il la lavait à pas d'heure, alors qu'elle attendait, il la laissait nue pendant des heures. Il la laissait avec un pansement mouillé pendant 3 heures. Il nettoyait pas comme il fallait, l'infirmière, elle mettait des plombes à venir, etc. Ça macérait, la plaie creusait.
Et puis un jour, quand elle a mis son stent, elle était à l'hôpital et elle avait cette plaie. Et tout à coup, le médecin m'a appelé, il m'a dit, bah, écoutez, elle s'est très bien remise, elle s'est réveillée le lendemain, mais là, l'infirmière a commencé à creuser, on est à l'os, quoi. Il faut absolument qu'on nettoie tout ça parce que c'est en train de pourrir. Et donc, et c'est de ça qu'elle est morte, parce qu'en fait, les reins se sont arrêtés, elle a fait une septicémie, elle a fait. Donc pour moi, elle est vraiment morte en très peu de temps de mauvais traitements. Et je voulais attaquer, et puis finalement, je ne l'ai pas fait, parce que je pense que c'est totalement inutile, et que c'est beaucoup de temps pour un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on n'arrivera jamais à rien, quoi, voilà, et que je trouve ça lamentable, et que je pense qu'il faut changer de système d'EHPAD, il faut trouver des choses où les gens puissent garder chez eux, les aider à garder les gens avec eux. Je crois que c'est là la vraie solution. Aider les gens à trouver un logement adapté, à se transformer leur logement pour les aider, parce que ça coûte très cher les EHPAD, les aider, que eux s'occupent de les faire manger, de leur faire leur nourriture. Moi j'ai gardé ma belle-mère jusqu'à sa mort, hein. Elle avait quelqu'un qui s'occupait de la maison, elle était avec nous à la maison. J'aurais voulu faire ça pour ma mère, mais en fait ma mère, ça s'est passé autrement, parce qu'en plus j'avais vendu toute la partie de l'appartement où était ma belle-mère, donc je ne pouvais pas, mais c'était mon intention, voilà. Votre belle-fille Jennifer vit près de Tel Aviv en Israël dans le contexte géopolitique actuel. Êtes-vous inquiète pour elle? Je suis extrêmement inquiète pour elle. Pas vraiment à cause de la guerre Israël-Gaza, mais plus actuellement, depuis quelques jours, depuis le tournant que prennent les choses avec le Hezbollah. Le Hezbollah, l'Iran, donc qui veut vraiment la mort d'Israël. Donc ils attaquent beaucoup dans le nord. Ma fille, elle est un peu dans le nord, pas vraiment, mais là, ces derniers temps, il y a des mouvements de troupes, il y a des choses. Elle a très peur, elle doit venir avec les enfants. Elle m'appelait aujourd'hui même en larmes. Elle me disait, est-ce que je viens plus tôt? Parce que je suis même pas sûre de pouvoir partir après et tout. Apparemment, ça va pas sauter aujourd'hui. Donc je lui ai dit, écoute, viens dans 5 jours et puis après, s'il faut, elle restera ici avec les enfants, son mari, voilà, ou en Corse, avec, voilà. Mais effectivement, oui, bien sûr, je suis inquiète. Je suis plus inquiète de ce qui se passe au nord que de ce qui se passe dans le sud. Quel souvenir gardez-vous de l'époque de Julie Lescaut? Avez-vous gardé des contacts avec d'anciens comédiens de la série Jennifer Lawrence, etc. Bien sûr, Jennifer, Renaud Marx, Jean-Charles Chagage-Bagnan, que je vois même en Corse souvent, qui vient d'avoir un bébé avec sa grossesse, bon, voilà, avec Juliette. Et puis, oui, Alexis Dessau, j'ai pas mal de nouvelles. Oui, je la revois, bien sûr. C'est vraiment des amis. L'époque que j'ai de cette époque, c'est une famille. On se retrouvait au moins 7 mois par an qu'on passait ensemble. C'était vraiment une famille, mais la famille technique, maquilleur, coiffeur, habilleur, costumière. Voilà, c'était vraiment très, 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 très familial. C'était des amis. Ce sont toujours des amis, d'ailleurs. On m'avait proposé, j'avais dit non, on avait lourdement insisté. J'allais finir par rencontrer le producteur qui m'avait donné des assurances. Et puis j'avais dit, bon, allez, d'accord, pour la première arche, pourquoi pas. Il m'avait donné à choisir le rôle entre deux trucs qui étaient ou la mère, c'est la femme du maire ou la médecin. J'avais finalement choisi la femme du maire parce que c'était plus composition. Il m'a dit non, après il m'a dit non, c'est plutôt la femme médecin. Donc j'ai dit d'accord. J'avais loué une maison à 7. Et puis un jour j'ai appris, mais j'ai su après le fin mot de l'histoire. Hein. Après un jour j'ai appris par internet, donc parce que le film avait reculé 1 fois, 2 fois, et j'ai appris par internet, en devant internet, que c'est pas moi qui le faisais. C'était formidable. J'avais quand même refusé beaucoup de choses. J'avais une pièce de théâtre, j'avais des choses, j'avais mis en arrêt même toute une tournée théâtrale. J'avais refusé de reprendre une pièce à Paris. Et donc j'ai été voir le mec de TF1, Aprikian, qui s'est comporté comme très mal, voilà, j'allais dire un mot, et qui m'a ni plus ni moins fait. L'équipe avait changé, et qui m'a plus. Mais attaquez-nous, Véronique. Je ne veux pas les attaquer. Je veux dire, laissons tomber. Mais ils se sont très mal comportés, oui. Regardez-vous beaucoup la télévision? Quel regard portez-vous sur les principales émissions quotidiennes comme Quotidien, C'est à vous, TPMP? Je vais vous avouer que je ne regarde pas beaucoup la télé.
Je la regarde en replay, les trucs que j'ai envie de voir. Je regarde pas mal de films. J'ai un très grand écran, donc je regarde beaucoup de films. Plein de films. J'essaie de voir tous les films, d'ailleurs, même les fictions, pour me faire une idée, pour voir. Mais les émissions, hormis sur des petits replays, etc., franchement, je trouve ces émissions... moi, d'ailleurs, c'est à vous, c'est quand même plus... ça parle, il y a plus de sujets, il y a des gens que j'aime bien dedans. Lescure, j'aime bien Lescure, qui est un vieil ami, mais... Quotidien, j'aime pas du tout, comme je me rappelle même plus son nom, Bart Simpson, hein, Yann Barthès. Et, ouais, franchement, je trouve ils sont souvent trop méchants, agressifs. Ils ont pas arrêté de se foutre de ma gueule. Franchement, je les aime pas. TPMP, moi, je déteste pas Cyril du tout. Mais bon, j'ai été quelques fois et franchement, je me suis rendu compte à chaque fois que c'était pas vraiment mon truc. Je me sentais pas très à ma place là, franchement. Je me sentais pas très bien. Non, mais j'ai fait une fois et vraiment, non, je me sens pas. J'ai l'impression que ça me tire vers le bas quand même beaucoup. Voilà, j'ai pas envie d'être la chroniqueuse au milieu de tout ça. Ça me saoule. Non, franchement non. J'ai autre chose à faire. Voilà. Lors d'une interview pour C8 en septembre 2021, vous avez mentionné que vous travaillez moins. Quel impact cela a-t-il sur votre quotidien et votre train de vie? Je travaille moins, mais c'était un choix, ça. Parce que moi, en fait, je voulais m'installer, c'était l'époque de Covid et tout, donc je voulais m'installer en Corse. Je voulais faire un festival, je voulais monter une troupe de théâtre, je voulais faire des choses, moi, beaucoup plus tranquilles, un peu plus loin de tout ça. J'ai beaucoup tourné. Tourner, c'est épuisant. Tourner, c'est partir à 5 heures. On n'a pas de vie quand on tourne à des très gros rythmes. Alors, et puis en fait, après, pour les autres rôles, finalement, quand vous n'avez pas, en dehors de Julie Lescaut, les trucs qu'on me propose me plaisent pas. Me plaisent pas vraiment. Et puis à chaque fois, on me demande de faire des rôles et on est là en train de me faire « Oh là là, Véronique, c'est... » Alors que j'ai fait 10 000 fois, j'ai l'impression d'être dans une redite. Alors à part un truc exceptionnel, à part vraiment des films avec un rôle exceptionnel, je suis pas mobilisée pour aller faire comme ça du tout venant. Voilà. Donc j'ai décidé de me mettre au théâtre et de faire... et puis ces derniers temps, j'ai beaucoup trop de travail parce qu'en fait, finalement, j'ai essayé de m'installer en Corse, mais depuis octobre, je suis au théâtre à Paris. Donc je suis là, coincée à Paris, voilà. Donc, et ça marche bien, donc on a prolongé. Là, il prolonge tout l'été, j'ai dit non, je rentre chez moi. Donc j'ai accepté 15 jours parce que Daniel Drusso a été remplacé aussi, donc pour faire 15 jours pour que Jandel se familiarise bien avec le rôle qu'il avait déjà pris 15 jours en janvier. Et puis après, il y a Julie Arnold, formidable Julie, qui est une amie, qui va me remplacer, qui va certainement faire le rôle à sa main, différemment, mais ça va être justement une occasion de revoir la pièce peut-être avec d'autres façons de visionner le personnage. C'est une pièce extrêmement drôle et je me suis éclatée et je la reprendrai probablement en septembre. Et après, on va même jouer à Casablanca en septembre. C'est une pièce que j'adore et quand j'aime quelque chose, puis j'aime jouer au théâtre, j'aime le contact direct avec le public, j'aime l'entendre rire, j'aime jouer avec lui, c'est juste un bonheur. Et puis c'est un peu comme quand on va faire du sport, ça devient une sorte de drogue, c'est-à-dire que tous les soirs, moi je vais à 8h au théâtre, je me maquille un coup, je vois les copains, on papote, le directeur du théâtre, « Ah, c'est l'heure, vite !» Je m'habille, on rentre sur scène et là, waouh, c'est 1h30, on est les seuls maîtres à bord et j'adore ça. On vous voit moi à la télévision ces dernières années, pensez-vous que vos prises de position... Alors je viens de répondre en gros, pourquoi on me voit moi à la télé. Mes prises de position ont pu fermer les portes dans le milieu. Alors, oui, certaines portes, oui. Enfin surtout mes coups de gueule. Moi par exemple TF1, ils m'ont proposé après des trucs, mais ils m'ont fait que des coups pourris. Donc je les ai... et là voilà. Puis on m'a proposé des trucs qui me plaisent pas, quoi. On me propose des trucs, mais franchement ça n'a pas d'intérêt. Oh puis un jour ils y viendront sur Envie, puis je ne leur montrerai pas s'ils en veulent pour Envie. Alors là moi j'ai jamais attendu après personne. Moi, j'écris mes trucs, je fais mes trucs, et puis le reste, ça m'est totalement égal. Je fermerai jamais ma gueule.
sachez-le. J'ai commencé comme ça, avant que j'étais jeune, avant de faire Julie Lescaut, et même après avoir fait Nana, de Givray disait de moi, ah non mais elle c'est une grande gueule, etc. Et TF1 ne voulait pas de moi, puis un jour ils ont voulu de moi, et puis ça a marché, donc ils m'ont gardé. Hein. Puis voilà, mais je suis une grande gueule, je suis comme ça, et puis c'est tout. Puis ça ne vous plaît pas, bah, passez à autre chose. Voilà. Vous passez une grande partie de votre vie en Corse plutôt qu'à Paris. Quelles sont les raisons de ce choix? Parce que là-bas, je suis peinard. Et puis j'adore être là-bas. Et puis les gens, j'ai beaucoup d'amis. Ça fait 30 ans en plus que j'y suis. Je connais tout le monde. Je fais des cours de théâtre. Je fais faire des stages. J'ai fait un festival. Il y a un nouveau théâtre qui vient de se construire et j'espère bien. Je vais aller voir la collectivité. Je vais essayer de pouvoir monter des choses dedans. Peut-être faire une troupe. Peut-être faire partir des pièces de là-bas. Hein, monter un pôle construction de décors. J'ai envie de faire plein de choses et je suis très bien là-bas. Parce que franchement, à Paris, ça devient un peu irrespirable. Quel regard portez-vous sur l'état actuel de la France? Eh bien justement, tiens, on continue, Paris irrespirable. Non mais c'est vrai, quoi, je veux dire, l'état actuel de la France, oh, moi j'aime pas faire du misérabilisme. Bon, la France, c'est un sublime pays, je l'adore. J'adore Paris. Je trouve que c'est pas bien entretenu Paris, hein, parce que moi je suis en vélo, je vous assure que les routes, Anne, il faudrait boucher les trous parce que c'est hyper dangereux ça. Et puis il faudra arrêter de mettre des plots partout, parce qu'en vélo, moi si je me casse la gueule, le plot je vais me le prendre dans la tête, je vais me faire hyper mal. J'ai l'impression que les plots en métal au milieu de la route, maintenant ils fleurissent comme des... Attends, c'est pas des champignons. Ça pousse là pour baliser les trucs, pour empêcher les gens de sortir de la voie qui leur a été... Attends, on peut respirer. Waouh, ça devient... Mais ça devient un truc trop casse-gueule, quoi. Calmons-nous. Essayons de responsabiliser les gens. Essayons de se dire que... Voilà, essayons de prendre le truc à la racine, quoi. Voilà, éduquons. Enseignons, aimons. Je veux dire, moi, je trouve que franchement, là, on est dans un truc. Et je pensais d'ailleurs l'autre jour, je me dis, tiens, moi, je crois que je vais faire une pastille. Ça va s'appeler Solution. Tous les jours, je vais aller sur Internet et je vais dire, voilà un problème. Maintenant, je ne veux interviewer que des gens qui ont des solutions à proposer. Et pas... Alors, oui, ils peuvent venir parler de leur problème, mais ici, qu'ils essaient de trouver une solution. Parlons solution. Il doit y avoir des solutions quand même. Et ça, c'est l'anglaise. Moi, j'aimais beaucoup l'école anglaise parce que chez nous, à l'école, c'est l'école de la punition. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise note. Voilà, on fait mal, on a une mauvaise note. En Angleterre, ils sont là et ils vous disent « T'inquiète pas, t'as pas réussi, mais tout le monde y arrive. Tu vas y arriver. » Mais en français, « T'es trop nul. » On ne peut pas aller vers une sorte de valorisation de la personne. On se valorise. Et je pense que cette valorisation, elle va aider tout le monde à être plus heureux et à respecter l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de colère parce que les personnes sont toutes très dévalorisées. On ne fait pas du tout attention à eux. Donc, valorisons. Je pense que c'est une bonne idée déjà pour commencer. Voilà. Donc, et la France va mal. Parce que quand même, on va nier, il y a la sécurité, on va pas nier tout ça. Hein. Moi, je suis pour rien nier, mais je pense qu'il y a des solutions. Quelle est votre opinion sur la situation politique actuelle en France? Pareil, des solutions. Arrêtons de diaboliser tout le monde, arrêtons de foutre des gens. Il n'y a plus de... tout est manichéen. Voilà, c'est noir, c'est blanc, mais il n'y a plus de nuance. Aucune nuance. Remettons de la nuance. Au départ, quand on a créé l'Assemblée nationale, je veux dire, il y avait le clergé, la noblesse, il y avait des groupes comme ça, et puis après, il y a eu d'autres groupes. L'important, c'est une sorte... Ce qui est intéressant, c'est une sorte de diversité d'opinions. Moi, par exemple, tout le monde me fout à l'extrême droite. Ils font ce qu'ils veulent, j'ai rien à foutre. Moi, je fais pareil maintenant, je les mets à l'extrême gauche, je les mets à l'extrême droite. Moi, je suis aucune extrême. Moi, il y a des choses à l'extrême droite que je trouve bien, des choses à droite que je trouve bien. Il y a des trucs au centre, Macron ou Attal, que je trouve bien. Il y a des trucs à gauche que je trouve bien. Il y a des trucs à extrême gauche, alors là, un peu moins quand même. Surtout l'antisémitisme et tout ça, et leur haine comme ça, ils poussent à la violence. Voilà. À l'extrême droite, la violence, tout ce qui est extrême, paf, faut oublier, quoi. Faut oublier. Et maintenant, il faut essayer de remettre de la nuance partout. D'ailleurs, il y a une chronique que je vous conseille de lire, qui est la tribune qu'a écrit Charlie. Ils ont écrit une tribune formidable. C'est ça.
c'est voter, mais arrêtez d'être dans une sorte de manichéisme. Ah là, et le reste c'est de la merde. Non, regardez, puisque c'est les législatives, on regarde les personnes qu'on nous propose, parce qu'on nous propose des personnes différentes à chaque fois, et on regarde ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils proposent, ce qu'ils sont... Voilà, parce que chaque personne est différente. Donc, essayons de voter pour une personne qui correspond au maximum à nos valeurs, et pas pour un groupe, un parti. Parce que vous croyez tout le front de gauche comme ça, mais attendez, c'est juste ridicule, quoi. Et il n'y a pas de front. Il y a chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils veulent tous un petit siège, c'est tout. Donc moi je dis, soyons plus intelligents qu'eux, et soyons moins manichéens qu'eux, et votons pour des gens de proximité, où on sait que voilà ce qu'ils sont. Donc on regarde, on étudie, on voit ce qu'ils ont dit, on voit ce qu'ils aiment, on voit ce qu'ils font dans la vie. Voilà, on revient à l'humain. D'accord, voilà. Dernière. De nos jours, beaucoup reprochent souvent aux artistes de rester silencieux sur les sujets d'actualité. Pensez-vous que les artistes devraient s'exprimer plus souvent sur les sujets politiques et sociaux, ou au contraire qu'ils devraient éviter de le faire pour ne pas diviser leur public? En règle générale, ce serait mieux de ne pas diviser le public. Mais enfin bon, c'est un peu utopique. Et puis surtout, ce qui est utopique, c'est que finalement, contrairement à ce qu'ils veulent tous nous faire croire, je veux dire, tous les articles sont à gauche, tous les artistes, vous n'avez pas remarqué. Et alors moi, c'est étonnant, parce que moi, depuis que j'ai été à RTL l'autre jour, j'ai dit que pour moi, je veux dire, je parlais du théâtre subventionné, enfin je parlais des subventions, pas seulement du théâtre d'ailleurs, des médias, de tout ce qui est subventionné, donc étatique. Je veux dire, je trouvais que c'était un peu propagandiste, c'est-à-dire qu'on essayait toujours de nous inculquer les choses par l'image ou c'était un vecteur comme ça de propagande. Et je trouve qu'on n'a pas à prendre la culture comme un vecteur de propagande. Et j'ai trouvé que c'était quand même très axé à gauche. Et les artistes sont toujours dits à gauche. Un article, ça doit être à gauche parce que ça véhicule. Ça véhicule quoi? Pourquoi? Un mec de droite, il ne peut pas véhiculer l'image de la France, etc. Et pourquoi il n'y aurait pas un mélange? Et pourquoi un peu de droite, un peu de gauche? Et pourquoi on ne mettrait pas des gens, justement, et qu'il n'y aurait pas une sorte de diversité? Parce qu'il n'y a pas de diversité quand vous regardez, par exemple, le programme du Festival d'Avignon. Il n'y a pas de diversité dans la proposition. C'est pas vrai, je suis désolée. Je regarde, il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de... Tout ce qui est théâtre, je dirais, de divertissement n'existe pas. Le théâtre doit être quelque chose complètement comme ça, de recherche. Oui, bien sûr qu'il en faut, mais moi je pense qu'il faut aussi de la légèreté, il faut aussi et je trouve qu'il n'y en a pas. Voilà. Et donc, je pense là aussi qu'il y a beaucoup de manichéisme. Et ce qui est très drôle, c'est que tous les articles sont donc tous les artistes de gauche, mais moi, c'est marrant. J'en connais beaucoup. J'en connais pas un seul qui est de gauche, vraiment. J'en connais pas un seul. Ils disent qu'ils sont de gauche, mais j'en connais pas un. Et le nombre de gens qui m'envoient, je n'irai jamais dire leur nom, mais c'est « Oh bravo, quel courage d'avoir dit ce que tu as dit ». Mais attendez, moi, la première question que je me pose, c'est si c'est courageux, c'est qu'il y a un risque. C'est pas là, il faut se poser des questions quand même. C'est courageux de dire ça. Mais ça veut dire que quelque part, on peut vous faire payer. C'est pas beau ça. Pas beau.